Aux nouvelles nationales d'APTN. La DPJ arrêtée par la population de Mayo-Tenab. Le rejet de la motion du principe de Joyce. La grève de la faim pour l'environnement. Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, je suis dans une zone rouge et je vous présente le bulletin de nouvelles de mon appartement. Récemment, il y a eu un autre rassemblement spontané contre l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse auprès de 5 enfants à Mayo-Tenab. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous. Ce rassemblement peut avoir été spontané, mais pour beaucoup ici, la Direction de la protection de la jeunesse est un enjeu qui date depuis des décennies. Spontanément, je me suis mobilisée en voyant des écrits sur Facebook du fait qu'il y avait des enfants qui s'apprêtaient à être tirés par la DPJ et la police. Par conséquent, comme on se connaît toutes dans la communauté, moi j'ai réagi parce que je connaissais ces gens-là et qu'ils étaient aptes justement à assumer la garde et la sécurité des enfants. À Mayo-Tenab, la population s'est interposée et a montré son désaccord avec la prise en charge par la DPJ de 5 enfants qui devaient être placés hors de la communauté. Virginie Michel dit que les interventions de la DPJ sont souvent abusives. Que ce soit dans l'évaluation de la capacité d'être famille d'accueil et accueillir les enfants, on demande toujours trop de critères. Selon Michel, la loi C-92 peut être une solution. Cette loi fédérale permettrait de faire une gestion de la protection des enfants par les Autochtones et souligne que cette loi est en vigueur depuis janvier. Mais le Québec, M. Legault, refuse cet avancement en allant en cours justement pour essayer de faire déclarer cette loi-là comme inconstitutionnelle. Des soins et des services destinés aux Autochtones dans le réseau de la santé et des services sociaux. Le ministre Yann Lafrenière dit dans un courriel être en contact avec le chef de la communauté et tous surveillent de très près la situation. Mike McKenzie, chef de Uashat-Mayo-Tenab, dit que la communauté possède un programme qui contient un comité de femmes et d'aînés. Ce programme pourrait voir le jour avec la loi C-92, mais pour le moment, la loi 37.5 est une avenue obligée, comme cela se fait d'ailleurs chez les Atikamekw. C'est qu'on aurait comme notre propre avisant. Si on sait qu'on entend que ce soit intérimaire, nous on discute avec le Québec pour l'instant, mais on préconise quand même la loi C-92, c'est une priorité. McKenzie ajoute que la 37.5 est un pouvoir délégué. Ce qu'on demanderait au niveau des ententes qu'on va faire avec le Québec, c'est d'avoir des normes minimales pour répondre à nos aspirations. McKenzie dit que 3 critères sont en lice pour signer une entente intérimaire avec Québec. Entre-temps, les partis de ce rassemblement, eux, en sont venus à une entente, celle de placer les enfants avec leur mère chez une famille qui leur a ouvert leur foyer. J'espère que ces femmes, ces mères vont continuer justement à se mobiliser contre les viols répétés et répétitifs de la part du Québec avec sa DPJ. La CIS, quant à elle, a préféré ne pas commenter la situation pour des raisons de confidentialité. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Selon le gouvernement du Québec, le document Le principe de Joyce, la stratégie de la nation Atikamekw pour améliorer les soins de santé, n'obtient pas la note de passage. L'Assemblée nationale refuse de le mettre en application dans son intégralité, refusant encore une fois de reconnaître la notion de racisme systémique. Le principe de Joyce tire son nom de Joyce Echaquan, qui est morte dans un hôpital de Joliette à la fin du mois de septembre. La motion du député du Parti libéral Gregory Kelly visant sa mise en application officielle est tombée à plat ce mercredi.
Le document demande au gouvernement du Québec de reconnaître son rôle dans la lutte contre le racisme systémique. Le ministre responsable des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, affirme que c'est le seul point contesté par Québec. Selon lui, les autres aspects du plan sont réalisables. Ceci étant dit, dans notre travail, dans l'approche qu'on a avec les Premières Nations, notre approche sur le terrain, on a déjà dit que ça prenait de la formation dans le milieu de la santé, on a déjà dit aussi que ça prenait des navigateurs. Et ce qu'on a reçu dans le principe de Joyce, qu'on a reçu de la part de la Nation Atikamekw, ce sera des guides, ce sera des références pour nous aider dans l'application de ce qu'on veut faire, qui, pour nous, est du très tangible. Ça va nous permettre d'aider les Premières Nations, d'aider les gens sur le terrain de façon très pragmatique. Là, encore une fois, on salue ce travail. Passons maintenant à une histoire nous provenant de la Nation Cri de Chisasibi, où une jeune mère de 7 enfants proteste contre un projet de développement de plusieurs milliards de dollars. Comme l'explique Jamie Pachagumskum, Idor House a entamé une grève de la faim il y a 8 jours. Ça va nous permettre aussi de mettre en valeur l'énorme potentiel minier du nord du Québec, tout en préservant l'environnement. Cet accord, signé en février, prévoit la construction d'un port maritime et d'un chemin de fer visant à soutenir les projets miniers sur le territoire Cri. La Nation Cri de Chisasibi est l'une des 9 communautés Cri touchées par cet accord. Heather House et un groupe de jeunes Chisasibi s'opposent au projet. At first, it was just supposed to be an open letter of concern, asking questions, but in the middle of writing my letter, I impulsively wrote down my hunger strike. So it was out of impulse and instinct, I guess. I'm not sure. Heather House explique qu'elle souhaite une amélioration des consultations auprès des jeunes et des aînés de la Nation Cri. Depuis qu'elle a commencé sa grève de la faim, elle se nourrit exclusivement de bouillon de caribou, de poissons et de lagopèdes. Cette situation inquiète les membres de la Nation Cri de Chisasibi, car Heather allaite son bébé de 4 mois. I've talked to elders. They said there's a lot of nutrients in broth. There's a lot of nutrients in caribou, bone marrow, or any kind of animal bone marrow when you make the broth and drink it and learn how to make it. There's a lot of nutrients there, and our people survived on a lot less a long time ago, and their children were fine. Heather House affirme qu'elle s'est entretenue hier avec le grand chef de la Nation Cri, Abel Bosom, pour lui expliquer ses revendications. That's when he told me it's a non-binding document, and that's when I asked him if it can be revised. Voici la déclaration publiée par le Bureau des grands chefs. Le gouvernement de la Nation Cri favorise l'expression d'opinions divergentes. Ce sont les voix qui réclament la préservation de la terre et du mode de vie de la Nation Cri, ainsi que la protection de la faune qui donneront à notre stratégie de développement son caractère unique et équilibré. Heather House affirme qu'elle poursuivra sa grève de la faim aussi longtemps qu'il le faut. Un reportage de Jamie Pachagumskum, Les Nouvelles nationales d'APTN, Chisasibi, Québec. Au retour, on vous présente la deuxième partie de l'enquête de APTN sur la mort de Sivuak, un jeune Inuk mort dans une cellule à Pugurnituk. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. À la suite d'une enquête menée par APTN, le coroner en chef du Québec admet que le dossier de l'homme Inuk, qui est mort en garde à vue, est tombé entre les mailles du filet. On se demande également pourquoi le coroner n'a émis aucune recommandation pour éviter d'autres décès. Tom Fenayo nous présente maintenant la deuxième partie de son reportage sur la mort de Sivuak. La mort de Sivuak et le Sialuk survenue en 2017 dans une cellule de police alors qu'il avait 22 ans, a laissé un vide dans sa famille. Il affirme que les questions qui persistent entourant son décès aggravent leur deuil. Every day I thought of him, how he died. Et
Ils expliquent qu'il est insupportable d'attendre les explications concernant les raisons pour lesquelles Sivouak a été laissé seul pendant 8 heures dans une cellule pour finalement mourir d'une intoxication à l'alcool. Cette entrevue a été réalisée en 2018. Il a fallu attendre 1 an et demi pour que APTN en apprenne plus sur le cas de Sivouak. Et même si nous n'avons pas obtenu toutes les réponses dont la famille a besoin, nous avons découvert de nombreuses irrégularités dans le traitement du dossier de Sivouak. Sivouak est mort sous la garde du corps de police régional de Kativik. Parce qu'il est mort en garde à vue, c'est le BUI, le chien de garde des services de police du Québec, qui a été chargé de l'enquête. Le BUI a ensuite présenté son enquête au procureur du Québec. Ceux-ci ont conclu que la police de Kativik n'est pas coupable de négligence criminelle. La mère de Sivouak n'est pas du tout d'accord. 8 hours so hard. Kung nalahari niya ito, into the 8 hours so hard. So, lusan ko dito. So, lusan ko Lorsque les procureurs ont décidé de ne pas porter d'accusation contre la police, la famille a demandé à voir le rapport d'enquête. Elle s'intéresse particulièrement à la séquence vidéo de la cellule de police. Le BUI a dit à la famille de s'adresser au bureau de coroner. Lorsque APTN a contacté le coroner en mars 2019, il nous a dit que le rapport devrait être disponible au cours des prochaines semaines. Des réponses semblables ont été données pour les demandes du suivi. APTN a donc déposé une demande d'accès à l'information pour obtenir le rapport du coroner sur la mort de Sivouak et les communications entre les membres du personnel du coroner au sujet du dossier. Voici ce que nous avons découvert. Ce qui transparaît dans ces 11 pages des courriels, c'est que le dossier de Sivouak est tombé entre les mailles du filet. En mai 2019, on croit à tort que le dossier de Sivouak est en entente de la décision du procureur. L'erreur est remarquée en février 2020, mais rien n'est fait jusqu'en juin, au moment où APTN dépose sa demande d'accès à l'information. Une erreur de communication manifeste, là. Pourquoi personne n'a vu ça? C'est malheureux, on ne l'a pas vu. Aujourd'hui, probablement qu'il y a des risques très, très minimes qu'une chose comme ça se produise. Pascal Delcarré est la coroner en chef du Québec. Elle a accordé cette entrevue après qu'APTN ait porté à son attention le traitement du dossier de Sivouak. Madame Delcarré indique qu'une technicienne a récemment été chargée de le veiller à favoriser une circulation des communications plus fluide entre les membres du personnel du coroner. Elle a aussi pris le temps d'expliquer l'importance du rôle du coroner. On veut protéger la vie de d'autres personnes en essayant de comprendre ce qui s'est passé dans des décès malheureux, possiblement évitables. En plus de déterminer les circonstances d'une mort violente, le coroner a le pouvoir de faire des recommandations pour éviter d'autres décès semblables. Le rapport de coroner sur Sivouak n'en contenait aucune. Et ce, malgré plusieurs signaux d'alarme concernant ce dossier. La station de police de Pevonitook a fait l'objet d'un rapport du Barreau du Québec en 2015, ainsi que d'un rapport du protecteur des citoyens en 2016 sur la justice au Nunavik. On nous parle de problèmes sérieux du gardiennage. Le sujet a également été abordé 18 mois après la mort de Sivouak, lorsque le chef de la police de Kativik, Jean-Pierre Larose, a témoigné devant la commission Vien. L'avocat associé à la commission,
Paul Crépeau, a fait pression sur M. Larose concernant l'état des cellules de détention de la région. On nous a parlé d'eau froide, de mauvais traitements, d'insultes, d'injures, de ne pas donner des médicaments, de ne pas fournir les besoins essentiels à la vie. Jean-Pierre Larose a expliqué au commissaire qu'il n'avait pas assez d'agents pour patrouiller dans les communautés et doter les cellules en personnel. Ils embauchent donc des gardes civils. Parce que dans certaines communautés, on n'en a pas beaucoup. La demande d'APTN de parler avec Steve Poisson, le coroner ayant rédigé le rapport sur le code de Sivouac, a été refusée. Pascal Descarrés affirme qu'elle ne peut mettre en cause la décision de M. Poisson de ne pas faire de recommandations. Je comprends les familles qu'elles aimeraient bien qu'il y ait des recommandations. Je comprends tout à fait ça. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'il y a peut-être seulement 8 de nos dossiers de coroner qui ont des recommandations. C'est pas tant que ça, hein? À la suite de son entretien avec APTN, le coroner a annoncé la création d'un nouveau comité sur la mortalité dans les communautés autochtones et inuites. They took too long to find out that he was dead. De retour à Pevernituk, les membres de la famille du Sivouac tiennent absolument à voir la vidéo de station de police pour savoir ce qui s'est passé entre le moment où il est entré dans la cellule et celui où son corps froid a été retrouvé presque 8 heures plus tard. Le bureau du coroner affirme que si la famille veut avoir accès à la vidéo, elle devra faire une demande à la ministre de la Sécurité publique. They neglect him. Pendant ce temps, à 180 km au sud dans la communauté de Nikshawak, le BEI travaille sur un nouveau cas. Le 28 août, un homme de 45 ans a été retrouvé mort dans une cellule du poste de police de Katvik. Et toujours le même refrain du BEI. L'enquête est en cours. Tom Fenerio, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. En tant qu'un des premiers joueurs autochtones de l'histoire de la LNH, Fred Sasakomose était un pionnier du hockey. La mort de l'homme de 86 ans la semaine dernière a touché beaucoup de gens. Fred Sasakomose était un survivant des pensionnats qui a grandi dans la nation Cree d'Atakako, en Saskatchewan. Il fait ses débuts dans la LNH le 20 novembre 1953 dans l'uniforme des Blackhawks de Chicago. Après sa carrière de joueur de hockey, il a mis sur pied un championnat national de hockey, donné l'occasion aux joueurs de hockey autochtones de mettre leur talent en valeur. Il a également occupé pendant plusieurs années le poste de conseiller de bande au sein de la nation Cree d'Atakako, d'où il est originaire. Il a été chef pendant 6 ans. He believed in his culture, his language, his people. He believed in us getting along with non-native people, races around the world. He believed in a lot of good qualities of what we should be striving for. Après la pause, je vous présente une entrevue avec Sylvie Flamand qui va nous parler du principe de Joyce que les Atikamekw ont déposé à l'Assemblée nationale et qui aurait pu toucher toutes les Premières Nations. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, on reçoit Sylvie Flamand, vice-chef du Conseil des Atikamekw de Manoan, qui va nous parler du principe de Joyce que les Atikamekw ont déposé à l'Assemblée nationale et qui aurait pu toucher toutes les Premières Nations. Oui, Sylvie Flamand, merci d'être avec nous. Quoi. Que pensez-vous du refus de la motion pour le principe de Joyce par la CAQ? Je crois que on s'y attendait un peu, vu les termes qu'on a utilisés pour rédiger le principe de Joyce, notamment sur le racisme systémique, puis comment on pourrait travailler pour pouvoir faire connaître ce principe-là, améliorer le système de la santé selon la conception des Autochtones. Que prévoyez-vous face à cela? Y a-t-il une prochaine étape, justement? Il y a des réflexions qui sont faites. On recherche encore des appuis des différentes organisations qui luttent sur les droits et libertés.
par exemple, des organismes communautaires, même des ordres professionnels, des facultés de santé universitaires, puis on attend aussi d'autres appuis de d'autres communautés. Donc, c'est dans ce processus-là qu'on veut lancer pour la reconnaissance de ce principe de Joyce. C'est un moyen de pression aussi qu'on recherche de la part des autres communautés, des autres acteurs politiques, communautaires, des organismes. Est-ce que le mot racisme systémique va rester? Je pense que c'est un concept qu'il faut reconnaître dans la province et auprès du gouvernement. S'il n'y a pas de reconnaissance sur ce concept-là, il va y avoir toujours des problèmes. D'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça va tout le temps revenir. Si le gouvernement reconnaît, là, c'est un pas de plus pour la réconciliation, pour pouvoir travailler plus main dans la main, de nation en nation, avec le gouvernement. Puis c'est ça que les membres, les gens demandent, c'est qu'on respecte leurs droits en matière de santé, puis qu'ils puissent recevoir un service de qualité dans les centres hospitaliers. Est-ce que ce refus touche votre confiance au gouvernement ou bien au niveau du nouveau ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière? C'est beaucoup plus l'approche du gouvernement, comment il veut travailler avec les communautés. Je ne sais pas comment m'exprimer là-dessus, mais j'ai encore confiance que le gouvernement puisse dire que le principe de Joyce soit appliqué dans son gouvernement. Mais ça, c'est encore des pourparlers, des discussions avec le gouvernement, les autres parlementaires aussi pour avancer ce principe-là. On ne veut pas oublier l'histoire de Joyce. On veut que son histoire reflète ce que les autres ont pu vivre dans les autres centres hospitaliers. Puis il faut apporter un changement avec son histoire. Puis je crois qu'avec cette perception-là, cette manière de penser-là, on peut apporter des changements. Puis je crois que le gouvernement doit écouter. Justement, la question autochtone est beaucoup documentée. Pensez-vous que le gouvernement tend vers plutôt une gestion à la pièce ou à la crise? Je crois qu'il faut que le gouvernement travaille avec les communautés autochtones, avec les conseils de vente, avec les organismes. Il y a eu beaucoup de rapports qui ont été faits, beaucoup d'études qui ont été faites. Puis on a déjà ces ressources-là pour pouvoir aller plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment d'agir. C'est le temps de faire des actions pour améliorer le système de la santé pour les Autochtones. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, CB Flamand. Jamais. Ceci conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.